Le dimanche 13 août 2024 restera une journée gravée dans la mémoire des Ivoiriens. Pour la simple raison que le peuple ivoirien, dont plus de 6000 téléspectateurs ont été témoins en direct d'une interview exclusive réalisée par Ali Diarra-Souba, dont le ministre Thiam était l'invité spécial. Expert en économie et du lobbying international, mondialement reconnu comme la 56e personnalité du monde. L'interview qui a eu le goût du trop peu au sein des mélomanes ivoiriens, dans le cœur de qui Tidjane Thiam s'est magistralement installé comme un potentiel candidat victorieux à la présidence de Côte d'Ivoire pour les futures élections de 2025. Tidjane Thiam a conquis le cœur des Ivoiriens qui voient en lui la sortie de crise, la cohésion, l'unité nationale et la réconciliation tant recherchée par le président Bédié. Il faut avouer que l'interview a déjà ses retombées positives. Ceci dit, le mouvement Concorde national du ministre Thiam, bien structuré avec des responsables et leaders disciplinés, se sont imposés sur la scène politique par le système de maillage territorial. Ils ont installé des coordonnateurs nationaux, des coordonnateurs régionaux, des coordonnateurs d'axes, des coordonnateurs principaux, des contrôleurs généraux, etc., etc., dans toute l'étendue du pays, installant ainsi Concorde nationale du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le grand centre. Tout comme dans les pays de la sous-région africaine, de l'Europe et des États-Unis jusqu'en Chine. À part les partis politiques, une telle organisation n'a jamais été vue auparavant en Côte d'Ivoire. C'est une véritable toile d'araignée qui a les couleurs du PDCI mais demeure transversale par son caractère d'unité nationale et de cohésion sociale afin que chaque Ivoirien puisse prendre son destin en main. Tout le travail de maillage a été fait sous la bénédiction du président Bédié qui a lui-même pris les dispositions pour officialiser ce mouvement politique. Ce mouvement politique qui a fait en sourdine un travail de termite pour occuper toutes les régions de la Côte d'Ivoire, depuis lors, cette termitière commence à être apparente de plus en plus. Les dernières heures de l'interview, les signaux sont verts depuis pour Concorde nationale qui connaît un assaut massif d'adhésion des militants de tous les partis politiques qui se reconnaissent dans cette vision certaine et convaincante que le ministre Thiam a magistralement présentée à la population ivoirienne. Cette vision pétrie d'espoir pour un avenir meilleur. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 10 de la Bible, il y est écrit que le Seigneur Jésus envoya ses 12 disciples faire son œuvre. La puissance du Saint-Esprit sur les lieux était tellement forte que les disciples ont chassé les démons à tel point qu'on voyait même Satan tomber du ciel avec fracas comme un éclair. C'est ainsi qu'au cours de cette émission, où le ministre Tidjane Thiam survolait comme une colombe sans tache de sang versé, sans casserole sale, de détournement des deniers publics, avec un palmarès d'hommes intègres, ce créateur d'économie pour le relever, relève les challenges avec humilité et élégance dont la substance essentielle et pertinente des réponses qu'il donnait et que les Ivoiriens avaient besoin d'entendre pour cesser de promener des regards indiscrets. Thiam a brillamment convaincu le public ivoirien de toutes les couches sociales en affranchissant les Ivoiriens par la vérité. Certains parmi eux ont cru voir dans une vision le président Ouattara tout rugissant de feu et de colère comme Satan précipité du ciel. 2011, dans un contexte politique chaotique, qu'Alassane Ouattara devient président de la République de Côte d'Ivoire. Ado aussi être précipité de son siège présidentiel en 2025 pour mettre fin à son règne de présumé dictateur des lagunes, comme il est surnommé au Mali, en Guinée, au Burkina, même au Niger, où il veut faire intervenir l'armée de la CEDEAO pour attaquer l'éveil des consciences du peuple nigérien. L'homme Ouattara, qui lui-même a pris le pouvoir par un bain de sang, ne connaît que la violence.
n'a jamais su qu'un conflit peut se régler par la diplomatie et le dialogue sincère. Avec plus de 2 décennies de rébellion qu'on a connues, à tour de rôle, le président Bédié Gbagbo contre les Ivoiriens, soutenu par les tristement célèbres présidents de la France-Afrique, les dénommés Sarkozy et Macron, dont les armées françaises n'ont que trop versé le sang des Ivoiriens en complicité avec des rebelles. Thiam a-t-il la solution pour mettre fin à la tricherie qui aurait été planifiée à la CEI pour 2025? A-t-il la solution pour finir avec le projet des microbes Louba qui serait programmé pour agresser les électeurs? Aurait-il la solution du dépouillement des élections présidentielles qui se font souvent dans des conditions obscures, parfois dans les chambres d'hôtel, sous les directives des hommes de Ouattara? A-t-il prévu une solution pour le convoi des scrutins, de l'insécurisation et le manque de contrôle des points de vote qui sont en général sous le contrôle de RHDP et ses loubards? Voici les inquiétudes et questions auxquelles les Ivoiriens ont besoin de réponses aux élections de 2025. Toutes ces mascarades pourront certainement prendre fin si le ministre Thiam, de manière proactive, avec des dispositions tacles à ces mots qui ont fragilisé le tissu social et conduit le peuple ivoirien au socle du gouffre de la misère. Disposition avec les observateurs de la communauté internationale de l'ONU pour fournir le maximum possible de casques bleus afin de couvrir l'étendue du pays et ainsi sécuriser chaque point de vote et les électeurs, tout aussi dépouillement du scrutin dans les normes. Ainsi, Ouattara pourrait être tenu pour responsable des possibles troubles, violences et pertes en vie humaine, passibles de poursuites judiciaires par la Cour pénale internationale. C'est pourquoi Ouattara bouillonnerait de feu et de colère face à un potentiel candidat à qui Diarasouba fait une passe d'or pour le faire découvrir à toute la masse d'âge ivoirienne au niveau national. Même ceux qui sont nés après lui en 1999 et qui ne le connaissaient pas. Thiam, en homme avisé, prendra-t-il toutes les dispositions nécessaires au nom du déroulement paisible des élections en règle et transparente sur invitation de la communauté internationale en tant qu'observateur pour le scrutin de 2025? Et cette fois-ci, on parle d'une véritable communauté internationale et non les clones que Alassane s'est doté en 2020, qui ont même soutenu sa candidature et sa campagne électorale au stade Félix Houphouët-Boigny. Car il n'y a qu'ainsi que les Ivoiriens seront rassurés, parce qu'il faut rappeler une liste électorale déjà en proie d'irrégularité et les nombreuses fausses cartes d'identité frauduleuses distribuées ça et là aux étrangers pour grossir l'électorat de Ouattara selon Adjoumani, ministre de Ouattara. L'interview qui a monté la cote de popularité du ministre Thiam comme une étoile filante, interview qui avait le goût du trop peu, par répétition, comme il nous plaît de le dire, car on aurait passé toute une journée à écouter le ministre Thiam sans même se rendre compte. Thiam vient ainsi de frapper de préjudice le trop excès de confiance que Ouattara a en ses futures manigances pour son projet de 4e et de plusieurs futurs mandats que selon lui il mériterait pour avoir fait le pomme baptisé Alassane Ouattara. Tellement imbu de lui-même, veut faire de nombreux mandats, violant ainsi la constitution qu'il change à chaque élection comme un vêtement qui se fait coudre chez Boukari le tailleur. Donc moi je dirais ce pont vaut plusieurs autres mandats. Depuis son mutisme qu'on lui reprochait,
L'homme Thiam, qui n'a plus jamais parlé en Côte d'Ivoire depuis 1999, a convaincu les cœurs et esprits des Ivoiriens en peu de temps d'interview, effaçant ainsi en un laps de temps tout ce qui lui a valu les critiques et reproches des Ivoiriens. Thiam, le petit-fils du président Houphouët, qui confirme que depuis son enfance, dans la cour présidentielle de Yamoussoukro, où dans le cadre familial il a connu son parent Bédié, où depuis tout petit il a vu feu défiler les présidents d'institutions, Yassé, Mamadou Koulibaly et bien d'autres au cours de cette interview, sans parler vraiment de ses origines enracinées dans la famille Houphouët, qui pourtant sont importantes pour lever l'équivoque que les acculturés lancent comme fait de débat du fait qu'il serait un étranger. Vu que le temps de l'interview ne suffit pas, et surtout par humilité, car il y a beaucoup à dire sur la question. C'est pourquoi London Ivoire TV décide de vous plonger dans l'univers des Houphouët pour vous démontrer que les origines du petit-fils du président Houphouët ne souffrent donc d'aucun débat. D'ailleurs, plongeons dans le fin fond de cette famille Houphouët pour ressortir la relève que représentent les Houphouët-Boigny Thiam et comprendre de quoi parle Tidjane lorsqu'il parle de la cour familiale de Yamoussoukro. Des descendants du président Félix Houphouët-Boigny, puisque c'est de sa famille que nous allons parler, pour ressortir la lignée de Thiam. Les descendants d'Houphouët qui ont toujours fui la lumière et la curiosité des journalistes. Pour apercevoir leur visage, il faut se repasser les images de l'enterrement de leur père, grand-père et oncle. Pour tenter de les distinguer au milieu des 7000 invités de la quarantaine de chefs d'État et des politiques ivoiriens, ce n'était pas chose facile. Ce 7 février 1994, on se rappelle, derrière Marie-Thérèse, la veuve, et Henri Konan Bédié, le nouveau président du pays, ils sont tous là. Ou presque. Car fâché depuis plusieurs années avec son père, Augustin le deuxième fils n'est pas venu. Et pourtant, parlant de la cour présidentielle de Yamoussoukro, où se trouve enterré le vieux dans son caveau familial, où la famille proche et élargie se reconnaissait et se rencontrait souvent, Auguste Thiam pouvait dire, là-bas il n'y a rien à voir, il n'y a plus personne. Le président avait fait construire 24 tombes. Aujourd'hui, 21 sont pleines. Tout le monde est mort. Augustin Thiam, le petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny, est l'un des gardiens du temple. Devenu chef du canton Akoué, comme son grand-oncle et gouverneur de Yamoussoukro, c'est Augustin Thiam qui peut décider d'ouvrir à un étranger les portes du palais présidentiel de la ville. Aîné direct du ministre Tidjane Thiam, pouvait renchérir au micro. Plus aucun membre de la famille ne vit ici. Ces maisons sont occupées par les enfants des employés, leurs amis ou on ne sait qui, poursuivait Augustin Thiam. Seule Monique, la nièce de Félix Houphouët-Boigny, y séjourne encore de temps à autre. Autrefois, on entendait beaucoup de rires dans ce palais. Maintenant, nous ne nous retrouvons plus que pour pleurer. Seuls les enterrements nous réunissent. Aziz Thiam, l'aîné restant de cette famille, qui a aussi traversé dignement et assumé son sens de responsabilité parentale pour protéger ses cadets à leur tragédie durant la mort de papa, maman et de certains frères et sœurs. Très tôt, Aziz a commencé à être le Mapa, surnom donné à toutes ces personnes, femmes esselées et livrées à elles-mêmes avec leurs enfants, par la séparation ou le deuil, tout comme ces pères abandonnés avec leurs enfants par leurs femmes durant le couple brisé, quand lâchement la femme les a abandonnés aux plus offrants. Le sens de responsabilité très tôt assumé par Aziz Thiam, à ce jour il demeure un très bon Mapa pour ses frères.
et sœur Nana Yamousseau, unis depuis la mort de leurs parents. Bientôt chez les Bédier, Jean-Luc devra assumer le rôle de père pour garder tous les enfants nés du sang Bédier unis autour de sa mère Henriette. Spéciale salutation à Isabelle Bédier, la jumelle de son père. Par la grande ressemblance, cette amie que j'ai perdue de vue et retrouvée grâce à Asso Patricia, une concordienne amie et sœur d'Isabelle Bédier. Pour revenir à la famille Oufoué, liée aussi au Bédier, dont Guillaume Oufoué était très proche de Henri. Lorsque Tidiane parle humblement de la cour familiale de son enfance, au cours de cette interview, sans vraiment développer sur la question, c'est parce qu'il y a beaucoup à dire sur les liens. Sans vouloir ouvrir la boîte au Pandore, nous allons nous atteler à montrer aux Ivoiriens mal informés qui se précipitent à juger les tiams d'étrangers sur la base de leur patronyme, qui sont juste ignorants et très limités et gagneraient à se cultiver. Oufoué ne portait pas le nom du sage d'Afrique par pur hasard. Oufoué a accueilli dans sa cour familiale à Yamoussoukro beaucoup d'enfants d'autres dirigeants africains, surtout lorsque ceux-ci n'étaient plus au pouvoir, précise Augustin Thiam. Ceux du Nigeria Amani Diori ont été pris en charge à Abidjan. On pouvait aussi croiser les familles du Guinéen Ahmed Sékou Touré, du Malien Modibo Keïta ou du Burkinabé Maurice Yamogo. Oufoué avait un grand cœur, tout comme Thiam là aujourd'hui. Et puis il y avait bien sûr les propres enfants même d'Oufoué, ceux qu'il avait eus avec sa propre femme, Khadija Sow. Augustin, François, Guillaume et Marie. Félix est l'aîné mort très enfant. Il y avait aussi Florence, et puis la fille qu'il a adoptée avec Marie-Thérèse, sa seconde épouse. Hélène, qui est de son sang royal. Petite fille du roi des Baoulés. Elle porte le nom Oufoué Boigny. Mais elle est sa suzeraine et il est son vassal, comme Oufoué se plaisait à le dire. Les liens avec les grandes familles ivoiriennes, les réseaux ouest-africains et français ont ainsi mené des mariages. Marie d'abord épouse Elpidio Olympio, le fils premier président togolais, avant de s'unir à Simplice Zensou, ancien journaliste et homme d'affaires ivoirien. Hélène avait pour mari Marcel Amontano, que nous avons connu aux côtés de l'ancien président Ouattara. Et plus récemment, Cécile, l'arrière-petite-fille d'Oufoué, avait pour compagnon Samuel Maréchal, l'ancien gendre de Jean-Marie Le Pen. Le président Félix Houphouët-Boigny, Khadija Sow, sa première épouse, est la mère de 5 de ses enfants. Elle est morte après lui en 2006. Félix Houphouët-Boigny se sépare d'elle en 1951 après que, à l'occasion d'un voyage en France, il a rencontré Marie-Thérèse Brou, que l'on se nommera ensuite la Jackie Kennedy ivoirienne. Leur mariage civil est célébré en 1952, mais ce n'est que le 9 mai 1980, la veille de la visite du pape Jean-Paul II en Côte d'Ivoire, que les époux s'uniront religieusement. En ce qui concerne la relève d'Oufoué, Oufoué lui-même les avait désignés, rappelant la coutume de son village. Chez les Baoulés, le pouvoir se transmet par les femmes dans notre famille, comme pouvait renchérir Houphouët-Boigny. Nous sommes 4, mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants, tout comme l'une de mes cousines. Seule la plus jeune, à moins, la fille de ma tante Yamousseau, a pu en avoir. Grâce à Thiam, de par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs. Pouvaient asséner, souligner, cimenter, bétonner le président Houphouët-Boigny pour dire que sa succession ne souffre d'aucun doute. Il n'y a que les Thiam pour accéder à sa succession. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Grimba n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4.
2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfant. Seule, la plus jeune, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances a pu avoir l'enfant. Grâce à Diane qui est ici. De par la coutume, ce sont eux les héritiers d'Irak. De par la coutume, ce sont eux les héritiers d'Irak. Sénégalaise, pourtant de nationalité française d'abord, qu'il a régné au profit de la nationalité ivoirienne. Devenu ministre de l'information pour ambassadeur puis ambassadeur au Maroc, Amadou Thiam a travaillé dur pour contribuer au développement et au bien-être de la nation ivoirienne. D'ailleurs mort à la tâche en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc. Il a eu 7 enfants avec Marietou, la fille d'Amouin, tous chéris par le patriarche Oufoué qui ne s'en séparait jamais. Ils ont fait de grandes études. Oufoué les trouvait très intelligents. Il les adorait. Se rappelle un ancien compagnon du dirigeant Oufoué. 4 d'entre eux, Daouda, Augustin, Aziz et Tidiane, ont été ministres. De quoi se faire beaucoup d'ennemis, sourit Augustin. Pour nous aussi, la politique était un tabou à la maison. En présence du président Oufoué, nulle question de parler de politique et nous protéger de ces choses-là. C'est pour cela que nous sommes lancés en politique qu'après sa mort. Engagé derrière Alassane Ouattara, Augustin Thiam était un fervent militant du Rassemblement des Républicains RDR, tout comme son frère Daouda, conseiller spécial à la présidence, Aziz et Tidiane, qui eux sont restés fidèles à la formation politique de leur grand-oncle, le parti politique du Côte d'Ivoire, le PDCI, mais aujourd'hui tous réunis au sein de ce parti. Ils sont désormais plusieurs à imaginer Tidiane Thiam, puissant directeur du Crédit Suisse dans les parcs. Ce serait un candidat idéal, assure un membre de son entourage, espérant une candidature à la présidentielle de 2025. À 61 ans, le petit dernier pourrait être l'héritier d'Oufoué. Côte d'Ivoire, être un Boigny est autant un atout extraordinaire qu'un terrible fardeau, mais que nous assumons car nous sommes plus proches de notre peuple ivoirien que comme jamais. Car il faut que la prophétie du Père de la nation s'accomplisse pour que la véritable paix et l'unité nationale reviennent. L'harmonie où tous les Ivoiriens vivent dans une cohésion sociale complète. Une Côte d'Ivoire où la paix n'est pas un mot mais un vrai comportement. Une nation dépourvue de violence et sans rancœur. Une nation où les Ivoiriens étaient la fierté de la sous-région. Une nation où les institutions de l'État fonctionnaient pour tous les Ivoiriens, sans un parti particulier. Dans la justice, l'égalité, une nation juste et équitable, où on se sentait en sécurité dans la liberté d'expression. Le ministre Tidiane Thiam appelle donc à un paradigme de faire de la politique, une nouvelle manière de faire de la politique sans violence, mais dans l'amour, la paix, la réconciliation, l'unité nationale, dépourvu d'animosité, mais plutôt d'intégrité, au respect des règles de la compétition, du fair play, car en politique, on peut être adversaire sans être ennemi. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur, donc de vaincre la violence au profit du respect de la vie humaine. Tidiane Thiam, l'espérance des Ivoiriens. Tidiane Thiam, l'espoir de toute une nation, l'espoir de tout un continent. Tidiane Thiam, la clé et la solution retrouvée de la sortie de crise pour une Côte d'Ivoire forte et unie. Âgé de 61 ans, notre invité est une figure de l'économie mondiale. Entre 1994 et 1998, il est le premier directeur général ivoirien du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET.
En août 1998, il devient ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire, sous le magistère de feu le président Aimé-Henri Konan Bédié. Avec le regretté président du PDCI-RDA, décédé il y a 12 jours, il entretenait de bonnes relations. De passage donc à Abidjan, il est donc venu prendre sa part de deuil national qui frappe la nation. Il nous dira dans cet entretien ce qu'il garde de sa proximité avec le président Bédié. Évidemment, nous évoquerons plusieurs autres sujets d'actualité. Son parcours de financier auréolé de grandes responsabilités, il faut le rappeler, et de réussite aussi, à la tête notamment de l'assureur britannique Prudential ou encore la prestigieuse banque helvète le Crédit Suisse. Son parcours, disais-je, ses valeurs, sa lecture des enjeux financiers internationaux, son engagement en qualité notamment d'envoyé spécial de l'Union africaine pour mobiliser le soutien international au plan de riposte anti-Covid-19 sur le continent. Autant de sujets que nous soumettons ce soir, cet après-midi à Tidiane Thiam, financier, ex-ministre du Plan du Développement de la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, bonsoir. Bonsoir, monsieur Djurassouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter, même si c'est en des circonstances un peu douloureuses pour notre pays et pour moi personnellement. Tout à fait, nous sommes doublement honorés parce que votre parole est rare. C'est la première interview exclusive que vous accordez à un média ivoirien. En tout cas, merci depuis 1999. Depuis 1999, faut-il le rappeler, depuis cette époque. Et justement, en 1999, le président Aimé-Henri Konan Bédié, malheureusement, est victime d'un putsch qui fait en sorte qu'il quitte le pouvoir dans les circonstances qu'on a tous connues. Après cela, on n'a plus de vos nouvelles pratiquement. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Vous avez été choqué, vous avez reçu un choc de sorte à vous dire finalement je m'éloigne de tout ça. Je vais vous répondre, mais avant, permettez-moi de dire quelques mots. Bien sûr. Sur le président Henri Konan Bédié et sur les circonstances qui m'amènent à Abidjan aujourd'hui. C'est cela. J'ai eu l'honneur de servir le président Bédié. J'étais le plus jeune ministre de sa présidence et donc je voulais vraiment lui rendre un hommage appuyé aujourd'hui face à la nation ivoirienne. C'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai accepté cette invitation. C'est cela. Parce que ça a été un grand serviteur de la nation ivoirienne dans différentes fonctions à différents moments. Et je crois que ça mérite un salut. Et je crois aussi qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Donc je crois que savoir respecter les accomplissements de ceux qui nous ont précédés fait partie des valeurs ivoiriennes et des choses qu'on doit encourager et cultiver. Donc c'était une introduction. 99, écoutez, ça a été certainement sur le plan personnel un choc. J'ai dû remettre mes fonctions, j'ai été démis de mes fonctions, j'ai dû faire une passation de pouvoir alors que j'estimais que mes équipes et moi n'avions pas démérité. Au contraire, nous avions fait du très bon travail pour la Côte d'Ivoire. Et effectivement, c'était extrêmement décevant, choquant. D'autant plus que je considérais, et je considère toujours, que les coups d'État sont néfastes et que ce coup d'État était bien reçu, alors que j'étais convaincu qu'à moyen et à long terme, il aurait un impact très négatif sur les perspectives du pays. Donc effectivement, j'avais 2 enfants en bas âge. On sait bien qu'en fait, le nouveau régime m'a proposé de travailler avec eux. C'est un épisode dont on parlera tout à l'heure. Voilà, je ne souhaitais pas travailler pour un régime militaire, ce que j'ai exprimé. Et ensuite, je suis parti. Et c'est vrai que je suis resté relativement silencieux, à l'exception de moments comme 2010, 2011, ou de moments où je pensais que c'était important qu'on entende ma voix. C'est cela. Tidiane Thiam, vous parliez donc du président Bédié. Quelle était la proximité dont vous bénéficiez du président Bédié? À quel moment vous vous rencontrez pour que vous deveniez plus tard son ministre? Écoutez, comment les choses commencent? Oui. Bon, vous savez que par nos origines familiales, on a participé à différentes étapes du développement de la Côte d'Ivoire. C'est sur un plan personnel, je connaissais le président Bédié, je l'avais vu à Yamoussoukro, comme j'avais pu, dans la position d'un enfant regardant un adulte. Donc c'est bien plus tard. En fait, que je rentrais, j'étais à Paris à l'époque, je travaillais au cabinet McKinsey, en passe de devenir directeur associé, et j'ai trouvé un samedi soir sur mon répondeur un message du ministre Awan Guetta me disant « Le président Bédié veut déjeuner avec vous demain à Abidjan ». J'ai dû le rappeler un peu embarrassé pour expliquer que c'était physiquement impossible pour moi d'être à Abidjan le dimanche pour ce déjeuner. Et ensuite, j'ai dû expliquer à mes patrons qu'on demandait dans mon pays et qu'il fallait que j'y aille. Donc lundi, je suis parti pour Abidjan. Ensuite, ça a duré 2 semaines. C'était une période très,
difficile et confuse. Le président Bédié venait d'accéder au pouvoir. Il y avait eu la dévaluation du franc CFA avec une désorganisation de l'économie. Et donc, si le pays a besoin de moi, je n'ai jamais manqué de répondre à un appel. Vous n'avez pas hésité un seul instant? Je n'ai pas hésité. Et donc, le 20 avril 1994, j'étais de retour à Abidjan pour être nommé donc, directeur général de la direction et contrôle des grands travaux. Quand vous prenez la direction du contrôle des grands travaux, il y a quelque chose d'anecdotique. On vous dit que cela fait quelques mois que les employés de cette direction n'ont pas été payés, n'ont pas reçu leur salaire. Je vois que vous avez bien fait votre travail. Vous avez bien fait votre travail. J'essaie. Oui. Donc j'ai pris la direction de cette entreprise à 31 ans avec 4000 employés, effectivement, sachant qu'ils n'avaient pas été payés et qu'il n'y avait aucune perspective de les payer à un horizon raisonnable. Donc ça a été une grande leçon de management. Et si vous me permettez, je vais citer mon père, mais il disait toujours quelque chose qui m'a marqué, l'autorité ne s'exige pas, elle se consent. Le secret du commandement, c'est de comprendre que l'autorité vient d'en bas, pas d'en haut. Et vous ne pouvez diriger des êtres humains que s'ils consentent à être dirigés par vous. Donc votre autorité est dans l'exacte mesure du consentement qu'il vous donne à les guider. Donc il faut toujours s'évertuer à obtenir le consentement de ceux qui sont en bas, parce que c'est ça le fondement de votre autorité et le fondement du pouvoir. Sinon, vous pouvez exercer une fonction, mais sans pouvoir. Et comment vous avez réussi, vous, à avoir le consentement de ceux qui... Il y a des choses assez simples. Je pense que d'abord, il faut être honnête. Je ne leur ai pas menti. Je leur ai dit que j'arrivais, je les ai réunis sur la... D'abord, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à rencontrer tout le personnel. J'ai passé une journée à faire le tour des bureaux. Il y a plusieurs implantations de la DCGTX à l'époque dans Abidjan, et je suis rentré dans chaque bureau et j'ai serré la main de chaque employé. Donc à la fin de la première journée, j'avais serré la main à chaque employé de la DCGTX. C'était un objectif important. Que chacun puisse mettre un visage sur ce nom, peut-être qu'ils avaient entendu parler de moi, etc. Mais je suis là, je suis un être humain, je suis avec vous. Ça m'a permis de me rendre compte d'un tas de problèmes. Parce que quand vous passez, j'ai vu que les imprimantes ne marchaient pas. J'ai vu au garage que les voitures n'avaient pas de pneumatiques. J'ai vu que les climatiseurs étaient en panne. Si j'étais rentré dans mon bureau, dans une tour d'ivoire, en demandant aux gens de venir me voir, j'aurais mis des mois à découvrir la situation. C'est un de mes patrons qui m'a dit, quand tu prends une entreprise, il faut toujours... faire le tour. Voilà. Et c'est une recette qui a marché? Toujours. Donc je fais toujours ça. Donc je suis allé voir et ça m'a donné aussi... Bon. Et puis ça montre aux gens qu'ils sont importants pour vous. Parce que aucun dirigeant ne dit « les gens ne sont pas importants pour moi ». Tout le monde dit oui, les hommes sont ma première ressource, mais ils ne vous croient que si vos actes sont en accord avec vos comportements. Mais quand on est à la tête d'une entreprise qui emploie près de 4000 personnes, c'est quand même difficile de faire le tour de chacun. Je l'ai fait. J'ai fait le tour. J'ai serré beaucoup de mains et le lendemain, je les ai réunis. J'ai dit voilà, moi, je suis arrivé ici sans personne. Pas d'équipe, pas de collaborateurs, j'ai juste amené ma sacoche. Et puis, ma détermination, ma volonté. Ce que je vous dis, c'est que je serai là tous les jours avant vous et je partirai après vous. Et puis, on va travailler ensemble. Mais je vais m'attacher d'abord à, je ne veux pas donner trop de longues réponses, mais à remettre la machine en route. Donc, avant de vous payer, je vais vous donner les instruments du travail. Et si nous travaillons bien, le gouvernement reconnaîtra notre travail et nous paiera. Mais le préalable à être payé, c'est de produire. Parce qu'on avait une situation critique. Le ministre Lamine Fadiga, que je salue également, m'a appelé le lendemain de ma nomination, on va parler d'un projet qui s'appelait le projet Foxtrot. En fait, en 1994, les barrages étaient vides. Donc on allait vers les délestages en 1995, l'année de l'élection présidentielle. Donc la première mission qui m'a été confiée, c'est de dire il faut que tu nous construises une centrale thermique en 6 mois et on n'a pas d'argent. Donc, challenge. Voilà, c'était en avril. Donc, je vais plus vite. Bon, en juillet, on avait signé le contrat de la centrale Cyprel qui a été construite. Vous savez, on ne vous récompense jamais pour les désastres, les catastrophes évitées. Donc, en effet, c'est la nature des choses. Voilà. Donc, la centrale a été construite, tout le monde a pu dormir avec l'électricité, la climatisation en 1995. Il n'y a jamais eu de délestage. Mais ça a été vraiment mon premier... Tout le monde plaisantait parce que je disais que j'allais nommer mon premier fils Foxtrot. Parce qu'à l'époque, mon épouse était enceinte pratiquement de 9 mois et j'ai raté les 3 derniers mois de la grossesse parce que je faisais le tour du monde pour lever des financements pour la centrale. Donc ça a été important parce que ça m'a donné de la crédibilité. Et vraiment, on allait à Washington, on négociait, on n'était pas payé. Et je pense que ça nous a donné une certaine crédibilité auprès du ministre des Finances centrales et les gens étaient bien disposés. Donc j'avais obtenu en fait un premier financement
pour réparer les photocopies, réparer les véhicules, etc. Et ça, les gens appréciaient. Réparer les climatiseurs. Les conditions de travail étaient meilleures. Bon, l'autre chose que j'ai faite, parce que, vous savez, quand on est en vue, on doit prendre sur soi et accepter que toutes sortes de choses soient dites. Donc, il y a toutes sortes de considérations faites sur mes rapports avec la France. Je suis arrivé à la DCGTX, il y avait 150 expatriés et 3850 employés ivoiriens. Les 150 expatriés faisaient 48% de la masse salariale. À 150, la moitié des salaires. Donc, en fait, j'ai licencié tous les 150. Et je leur ai proposé, la semaine de mon arrivée, un contrat ivoirien. Il y en a 9 sur les 150 qui sont restés, 141 qui sont partis. J'ai trouvé les fonds pour payer leurs droits de licenciement et j'ai nommé des Ivoiriens à tous les postes de direction. Et donc, j'ai eu le chef de la mission de coopération française dans mon bureau qui m'a dit « Mais vous, monsieur Thiam, nous, on veut savoir si vous êtes pro-français ou anti-français. » Et je lui ai dit... À l'époque déjà? Oui, je lui ai dit, monsieur, ni l'un ni l'autre, je suis juste pour Côte d'Ivoire, qui paye mon salaire. Parfait. Donc, alors, voilà. vous dirigez la direction des contrôles jusqu'en 98. Le président Bédier croit bon de vous nommer à la tête du ministère du Plan et du Développement. Malheureusement, l'aventure a été courte. Mais qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez apporté au président Bédier et à la Côte d'Ivoire à cette époque? Bon, j'étais dans une position assez stratégique au gouvernement, puisque la DCGTX, le BNET, est devenu le BNET, touche à peu près 14 départements de l'économie, depuis l'agriculture, l'eau, voilà, les mines, l'énergie, l'électricité, le transport, etc., l'environnement, important. Et je travaillais en bonne intelligence avec les ministères, parce qu'il y avait eu une histoire d'antagonisme dans le passé entre les ministères et la DCGTX. Moi, je pensais qu'on devait travailler un peu la main dans la main. Donc, tout ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de choses. On a fait les centrales thermiques dont j'ai parlé, la centrale d'Azito. Quand on a dit qu'on la ferait en 18 mois, le président de la Banque mondiale à l'époque, James Wolfenton, m'a dit « Monsieur Thiam, si vous faites ça, je viens à Abidjan pour l'inauguration ». Donc un des coups de téléphone que j'ai eu à passer qui m'ont fait plaisir, ça a été « Monsieur Wolfenton, la centrale est prête ». Il est venu, il a tenu parole. Donc j'ai pu faire le discours d'inauguration en présence du président de la Banque mondiale. On a été nommé par le Financial Times sur 1000 projets, dans les 6 projets les plus innovateurs du monde. On a reçu toutes sortes de récompenses internationales. Donc ça, pour les équipes, c'était bien. J'ai oublié de préciser 2 ou 3 choses qui sont importantes pour moi. Dès que j'ai pu payer les salaires, en fait, en octobre, j'ai payé un rappel de tous les mois qui n'avait pas été payé. Et j'ai augmenté les salaires de 40%. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai été porté en triomphe. Ça, vraiment, ils sont venus me sortir de mon bureau, les employés. C'était très... Bon, période dure avec des bons résultats. Donc c'était important. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis en place une assurance santé. Première chose que j'ai faite. Qui n'existait pas pour les employés, parce que je disais, mais enfin, il n'y a pas de raison que vous deviez aller frapper aux portes quand vous avez un parent malade. Assurance santé, une retraite. J'ai négocié avec les compagnies d'assurance que chaque employé qui a passé des années à travailler au service de l'État ait une retraite décente. Ça a été signé. Et j'ai construit un centre de santé. Je veux dire, on est les rois de la construction. J'ai construit un centre de santé au fond là-bas. Le docteur Kessé, que je salue, est venu, j'ai nommé un docteur en permanence. Et en fait, le personnel pouvait venir avec leur famille, leurs enfants, au lieu d'aller prendre des rendez-vous chez des médecins en ville, ce qui fait des pertes de temps de trajet. Ça a été vraiment très bien reçu. Plein de petites choses comme ça. Et puis j'avais créé une chose, c'est que tous les enfants du personnel... Je faisais une fête chaque année pour tous les enfants du personnel qui étaient premiers de leur classe. Donc je faisais... Un style de management très direct, finalement. On ne réussit qu'à travers les gens et on peut les motiver que si on les respecte et qu'on les traite bien. Donc c'est un peu ma philosophie. Donc je signais les diplômes et en fait ça a été une anecdote intéressante parce que je faisais une photo avec chacun et j'ai reçu quand j'étais au Crédit Suisse une lettre d'un monsieur qui est ivoirien qui est à l'université du Texas diplômé et il m'a envoyé notre photo et une copie du diplôme. Il disait mais je suis un des enfants du BNET pour lequel vous avez signé le diplôme. Et quand je suis revenu à Noël l'an dernier, avec sa mère, ils sont venus me rendre visite. Voilà. Ça veut dire que ça les a marqués? Et je continue parce que hier, j'ai reçu la jeune Ivoirienne qui a eu le meilleur baccalauréat. C'est cela. Je l'ai trouvée, ses parents sont venus et je l'ai reçue hier et je l'ai encouragée. Donc, elle part au lycée Louis le Grand en classe préparatoire. Donc, je lui ai dit que je l'attends à Polytechnique dans 2 ans. C'est un grand challenge pour elle. Elle va y arriver. Elle va y arriver. Parce que vous êtes un ancien, vous, de Polytechnique. Elle m'a présenté ses bulletins de notes, etc. Je pense qu'elle va y arriver. Donc, tout ça pour dire, au-delà des anecdotes, qu'il n'est de richesse que d'homme. Michel de Montaigne. Il n'est de richesse que d'homme. C'est le cœur de ma philosophie. Très bien.
Et pour vous, le plus important, c'est la méritocratie. C'était un peu un trait de caractère du président Bédié, vous pensez? C'est pas... Je peux corriger ça, je dirais. De lui? C'est l'égalité des chances, plus que la méritocratie. Parce que je crois que le talent est uniformément réparti. Une des raisons pour lesquelles je déteste le racisme, c'est que c'est contraire à chaque fibre de mon individu. Je crois que des gens talentueux, il y en a dans tous les groupes, dans toutes les géographies, dans toutes les ethnies, dans tous les peuples, sur tous les continents. Ce qui manque, ce sont les opportunités. Ce qui est inégalement réparti, ce sont les opportunités. Donc il faut permettre à chacun, à chacune, de pouvoir saisir les opportunités au mieux de son talent. Et vraiment, je ne suis pas du tout... Je vais vous dire, mon père a fait toute sa carrière avec le certificat d'études. Donc souvent, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de politique. Ma mère n'est jamais allée à l'école. Donc je ne suis pas quelqu'un qui, contrairement aux apparences ou à ce qu'on peut croire de moi, définit la valeur des gens par leur diplôme. Il n'y a pas de personne que j'admire plus sur cette terre que mon père et ma mère. Et aucun d'entre eux n'avait fait de grandes études. Mais ils m'ont tout appris. Donc, ce n'est pas la méritocratie des diplômes. Je crois à la dignité de chacun. Il n'y a pas de sous-métier. Chacun fait... Vous savez, il y a une anecdote qui est célèbre. Hein. Dites-nous. Le président Kennedy visitait la NASA. La NASA à Cap Canaveral. Et donc, il se promenait et il a vu un type qui balayait, un balayeur. Il est allé vers lui, le président, il lui serre la main. Il dit, bon, qu'est-ce que vous faites? Et il dit, moi, monsieur, je vais envoyer un homme sur la Lune. Le bailleur de la NASA, l'anecdote est véridique. Et c'est ça, il faut que chacun sente qu'il participe à quelque chose de motivant. Ça peut être le balayeur, ça peut être l'ingénieur en aéronautique. Mais les êtres humains, et j'ai vu ça, je disais souvent à mes collègues de la Wall Street, dans la City, moi j'ai dirigé une entreprise pendant 6 mois sans payer de salaire. Donc les gens ne travaillent pas pour un salaire. Ils ont besoin du salaire pour vivre. Mais s'ils n'ont pas d'aspiration, quelque chose dans quoi ils peuvent croire, alors ça devient alimentaire. Et vous ne tirez pas le meilleur des gens avec des considérations d'ordre alimentaire. Tidjane Thiam, avant d'aller un peu plus loin dans votre parcours, j'aimerais que vous me dites ce que vous retenez, vous, du président Henri Konan Bédié. Le président de la République, d'abord il a été ministre de l'économie et des finances, ambassadeur très jeune aux États-Unis. Finalement, il est rentré dans l'opposition, alliance avec le RHDP, retour au pouvoir en 2011, scission en 2018, jusqu'à son rappel à Dieu. Vous, qu'est-ce que vous retenez de la vie de l'homme? Je pense que c'est un certain nombre de valeurs. C'était quelqu'un de très calme, très serein, qui écoutait beaucoup. Et parfois, il était mal compris parce qu'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Mais très, très humain. Et ça, vraiment, je tiens à le dire, parce que c'est peut-être pas l'image que les gens ont de lui, mais je sais il était d'une grande générosité. Il faisait vraiment beaucoup d'actions charitables, de bien pour beaucoup de gens, mais toujours très discrètement. Moi, j'aime bien cette phrase qui est un peu vieille école, mais qui dit le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Et il était de cette école de pensée-là. Donc je pense que c'est quelque chose d'admirable. Et donc il a beaucoup apporté à ce pays, avec aussi une grande intelligence, une grande compréhension de l'économie, des marchés mondiaux, mais complété par un sens humain. Il m'est arrivé d'aller parcourir ces plantations à Daoukro. Et c'est là que je le sentais le plus heureux. Quand il parlait d'une nouvelle culture qu'il avait démarrée, il parlait d'un élevage, il parlait d'un barrage, d'une route. Donc il était très... Un amoureux de la terre? Oui, attaché à ses racines. Et je pense que dans notre pays, où l'agriculture est tellement importante, pour ceux de mon âge qui regardaient le spot de la RTI, le succès de ce pays est basé sur l'agriculture. Voilà, avec la musique qu'on connaît tous. C'est cela. C'est vrai. Et donc d'avoir cet attachement à l'agriculture que le président Houphouët avait aussi. Moi, maintes fois, j'ai parcouru les plantations de Yamoussoukro avec lui. Il partait le matin, on marchait toute la journée jusqu'au soir. Le président Bédié faisait la même chose et ça dit beaucoup sur le genre d'homme qu'il était. Parlant de l'agriculture, quand on a en face de nous un financier reconnu mondialement, un économiste, une figure de l'économie mondiale, pourquoi nos agricultures ne progressent